Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Koumba, expert en environnement, et de Mamadou Dia, journaliste, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitoumre. Au Nigeria, le gouvernement envisage de vendre ses raffineries non rentables. Les dirigeants de ces usines du secteur pétrolier ont reçu la consigne de les mettre en vente dans les délais indiqués par les autorités. Une décision qui entre dans le cadre de la réforme de l'industrie pétrolière. Corinne Kandem. Le gouvernement fédéral du Nigeria souhaite adopter une nouvelle politique pour réformer l'industrie pétrolière. Selon le document partagé par le ministère des Ressources pétrolières samedi 12 novembre, le Nigeria souhaite abandonner les régulateurs de ressources pétrolières tels que la National Petroleum Corporation et la Department of Petroleum Resources en faveur d'un seul organisme de réglementation appelé Petroleum Regulatory Commission. Le document a révélé que le cadre réglementaire institutionnel existant était en grande partie inefficace. Aujourd'hui, le Nigeria est en pleine récession économique. Si rien n'est fait, si le pétrole continue d'être distribué comme il était, c'est que l'économie nigériane va s'effondrer complètement. Donc, c'est une reprise en main de ce levier important qu'est le pétrole, parce que l'économie du Nigeria n'étant pas très diversifiée, les fondements de l'industrie du pétrole entraînent de facto les fondements de l'économie nationale. C'est un choix viable que de se débarrasser des raffineries qui étaient devenues de bouffe à soupe, mais surtout la reprise en main de tout le processus, notamment le processus d'achat, de vente du brut et du pétrole raffiné. Je crois que l'ensemble des mesures économiques prises par le gouvernement de Buhari, aujourd'hui, peut porter des fruits. Avec cette nouvelle politique pétrolière, le Nigeria compte mettre en place de nouvelles directives, notamment pour les raffineries du pays. Le pays en compte 4, qui sont pour la plupart restées en grande partie improductives. Chacune disposera d'une période de transition durant laquelle elle devra devenir viable et rentable, auquel cas elle sera vendue ou fermée par l'État. Le but est de rendre les raffineries de la NNPC prospères, des entreprises commercialement viables. Elles seront encouragées à atteindre cet objectif et seront soutenues par le gouvernement dans la mesure du possible. Le nouveau régulateur incorporera les activités des organismes de réglementation de pétrole existants et couvrira aussi quelques nouvelles activités réglementaires qui ne sont pas actuellement couvertes. Mohamed Oudia, que pensez-vous de cette décision des autorités nigériennes? C'est une décision judicieuse d'après vous? Je pense que oui. En tout cas, le président Buhari, depuis son arrivée au pouvoir, a essayé de rationaliser, si on peut dire, ce secteur. Et il faut dire que c'est un secteur qui représente 10% seulement du PNB donc nigérian, mais 70% des recettes budgétaires. Et c'est ça le problème. Il y a les gens du Delta qui étaient assez malheureux parce que le pétrole se trouve chez eux et ils n'en bénéficiaient pas beaucoup, en tout cas des revenus. Et donc le président Buhari a nommé Emmanuel Chakou, je m'excuse de la manière dont je prononce le nom, pour diriger donc la Nigerian National Petroleum Company. Et c'était une bonne initiative pour rassurer ces gens du Delta, pour leur montrer que cette fois-ci ils sont pris en compte. Alors, mais ce n'est pas une chose simple parce que, en réalité, ce secteur est en train de vicier, pour ainsi dire, en tout cas, le développement du Nigeria, puisque les recettes baissent, les prix ont baissé. Les États-Unis qui achetaient beaucoup au Nigeria n'achètent plus tellement parce qu'ils ont développé le gaz de schiste. Le Nigeria est dans des difficultés, en tout cas au niveau de l'État nigérian, pour trouver des recettes budgétaires supplémentaires. Mais pour l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique d'ailleurs, nous avons tous intérêt à ce que le Nigeria se développe, à ce que le Nigeria devienne vraiment la locomotive. Un Africain sur 5 est nigérian. Et ce pays, c'est vraiment le vrai géant de l'Afrique. Malheureusement, avec sa politique les dernières années, où la corruption, le secteur pétrolier qui était vraiment en lambeaux, géré de manière... voilà. Aujourd'hui, on peut espérer que ces réformes-là vont permettre de rationaliser et de permettre à l'État vraiment de fermer ces raffineries qui ne marchent pas. Comment ce géant pétrolier, parfois, en arrive à des pénuries d'essence. Et c'est presque chaque année. Et c'est un scandale. Alors justement, Jean-Marie, ce problème de rentabilité des raffineries ne se pose pas qu'au Nigeria, mais dans plusieurs pays africains. Comment expliquer ce problème avec la rentabilité des raffineries? La rentabilité des raffineries, c'est tout à fait simple. Je reviendrai sur un point beaucoup plus important pour moi. Fanny, qui est le suivant.
Quand on prend des décisions comme celle-là, quelles sont les études qui ont été faites en amont pour mesurer les impacts environnementaux et sociétaux par rapport à ça? Parce que là, dans le reportage, on nous parle tout simplement de l'aspect commercial des choses. L'aspect commercial des choses, c'est bien beau, mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, en privatisant ces raffineries-là, est-ce que pour autant ça va résoudre le problème dont Mohamed vient de soulever, là, à savoir les pénuries du pétrole? Est-ce que la population nigériane serait à mesure, comme toutes les populations africaines chez nous, hein, nous n'avons pas de raffinerie. Heureusement, il y a une chose qui me fait plaisir là-dessus, c'est qu'en vendant ces raffineries-là, vous avez quelqu'un comme Dangote, vous avez des élus Moulou qui se sont lancés là-dedans. Il ne faut pas uniquement considérer la dimension commerciale des choses. Je dis toujours la chose suivante ici, là, quand on monte un État, si vous voulez, dans le monde qui s'est développé sans que vous ayez l'État qui soit, comment dirais-je, l'acteur principal qui donne le schéma directeur. C'est bien beau de vendre ces raffineries-là, mais pour l'instant, l'État, les recettes qui ont été retirées, si vous voulez, de l'activité pétrolière les années précédentes auraient pu faire mettre en place des raffineries beaucoup plus performantes. Mais malheureusement, chez nous, en Afrique, nous ne faisons jamais de la prospective. Nous agissons, si vous voulez, au jour le jour. Nous négligeons, si vous voulez, le long terme qui fasse en sorte que le souhait de Mohamedou tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, mais encore faudrait-il qu'en amont, comme nous mettions en place des stratégies efficientes à la base. Sans ces stratégies efficientes-là, nous allons toujours raisonner sur le court terme et toutes les actions que nous mettons en place vont se solder par des échecs et par, comment dirais, une manière de dilapider les deniers publics tout simplement. Merci. Dans l'actualité également, la question de l'habitat au Gabon. Le gouvernement vise désormais la construction de 10 000 logements par an. Pour ce faire, le vice-premier ministre Bruno Benmoubanda propose la création d'une plateforme de suivi entre l'administration centrale et les collectivités locales. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum, commenté par Corinne Grandem. Le vice-premier ministre, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, Bruno Benmoubamba, entend aller vite afin de normaliser le secteur et permettre aux Gabonais d'être mieux logés. C'est dans ce sens que son département ministériel peaufine actuellement le nouveau projet urbanistique du Gabon. Un projet qui devrait permettre à terme à Bruno Benmoubamba de construire 10 000 logements sociaux par an, au lieu des 5 000 logements que projetait le chef de l'État Ali Bongo en 2010. Le nouveau projet urbanistique, le nouvel ordre urbanistique que nous sommes en train de mettre en place va s'allonger autour de la route nationale numéro 1, c'est-à-dire en partant du PK0, ça s'appelle l'urbanisme de façade, en entendant les outils de planification, on va développer des parcelles à partir notamment de la zone de Nkok, Ntoum, Kango, Dongila, Kokobich. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau patron du logement au Gabon et ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle du 27 août 2016 a décidé de la création d'un comité de suivi mixte composé de toutes les parties prenantes au dossier pour la réussite de ce qui a été le talon d'Achille du premier mandat d'Ali Bongo Ondimba, dû à de nombreuses pesanteurs. Comment sera composé ce comité de suivi mixte? Eh bien, il y aura d'une part l'administration centrale et d'autre part les collectivités locales. Nous n'allons plus fonctionner comme si nous étions des concurrents parce que nous servons le même pays, les mêmes populations et le même président de la République. Il n'y a donc aucune raison que nous fassions chacun les choses de son côté. Lors de la campagne électorale d'août 2016, Bruno Benmoubamba annonçait s'il était élu président de la République la construction de 200 000 logements en 20 ans. Aujourd'hui nommé vice-premier ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, il affirme pouvoir construire 10 000 logements par an pour améliorer l'habitat au Gabon. Mohamedou Dia, est-ce que cet objectif de 10 000 logements par an, ça vous semble atteignable lorsqu'on sait que le précédent objectif qui était de 5 000 logements n'a pas été atteint ? Je pense que oui, dans la mesure où le Gabon, quand même, est un pays qui, si les choses se passent bien, a des ressources. Si les prix du pétrole remontent, bon, il y a beaucoup de si. Mais je pense que c'est... Enfin, le Gabon, on peut avoir un tel objectif, et si on ne l'atteint pas, bon, on peut l'approcher. Mais le logement social est capital. C'est dans nos pays. Il faut bien que les gens soient logés et de manière décente. Avec les facilités, comme on dit en anglais, élémentaires, qu'il y ait toute la modernité. Et il y a les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'être logés. Il y a eu des programmes qui ont été efficaces dans les années 70, notamment au Sénégal, il y a eu les HLM, les SICAP, etc.
maintenant, je vois que ce programme est en panne, puisque les coûts sont devenus tellement exorbitants que la SICAP et les HLM au Sénégal n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient dans les années 60 et 70. Donc il faut trouver maintenant des partenariats publics-privés. Au Gabon, c'est ce qu'ils vont faire, d'après ce que j'ai vu. Et je pense que bon, ça peut être une bonne approche. Jean-Marie, alors rapidement, est-ce que le fait que l'administration centrale travaille plus étroitement avec les collectivités locales, ça peut faire avancer justement ce processus ? Je le souhaite tout simplement, mais je suis dubitatif là-dessus, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous posez, si vous voulez, la plupart du temps, nos États en Afrique et tout, quand on met en place le budget de l'État, si vous voulez, de fonctionnement sur une année, vous avez une contrainte extérieure qui est énorme, parce que la plupart du temps, vous avez ces investissements qui sont soumis à l'aide extérieure. Bon, on nous a parlé de partenariat public-privé. Bon, c'est un mot que j'aime pas trop, parce que tout simplement, pourquoi? Parce qu'en Afrique, on nous parle du partenariat public-privé, mais on oublie quelque part la charge de la dette qui suit là-dessus. C'est un partenariat public-privé. Moi, je prends souvent l'exemple aux gens, qui est l'exemple suivant. Ici, là, en France, vous avez des collectivités qui sont pratiquement tombées en faillite. Tout simplement, pourquoi? Parce que la manière dont les contrats sont ficelés, sont mis en place, n'est pas maîtrisée par nos États. Et on se retrouve à payer, si vous voulez, des montants de charges de la dette qui n'ont rien à voir avec le montant initial de l'emprunt. Donc, il faudrait faire attention là-dessus. Un pays comme le Gabon, c'est un pays qui subit la contrainte extérieure, sachant très bien que le Gabon n'a qu'une seule ressource, si vous voulez, qui génère les recettes fiscales, qui est le pétrole dont nous parlons là. Aujourd'hui, je loue une chose, c'est que le président Ali Bongo a mis en place une zone pour commencer par les transformations du bois sur place, donner de la plus-value, une valeur ajoutée complémentaire. Mais j'attends voir tout simplement pourquoi. Parce que nous avons eu les mêmes discours durant, si vous voulez, l'exercice précédent. Tout ce que je souhaite, c'est que ce soit réalisé pour le bonheur du peuple gabonais. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. On en parlait en deuxième partie des conséquences du changement climatique sur l'agriculture. Lors de la conférence sur le climat au Maroc, la question a été abordée. L'adaptation coûtera au continent jusqu'à 30 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. 6 pays sur les 10 les plus affectés par le changement climatique se trouvent d'ailleurs en Afrique. Jérôme Koumba, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique va coûter cher. Est-ce que c'est faisable? Faisable, c'est toujours oui et non. Hein. C'est difficile de dire oui, comme c'est difficile de dire non. Parce que, vous savez, toutes les COP qui ont eu lieu à Paris, Copenhague, Cancun et autres, le problème central ou la question centrale avait toujours été celle de financement. Et donc, réaliste, je préfère dire que je suis sceptique, n'est-ce pas? Je ne dirais pas que je suis optimiste, je ne dirais pas que je suis non plus pessimiste, mais sceptique, parce que ce n'est pas toujours facile qu'on pose l'argent sur la table en temps réel et avec une pertinence telle que ça puisse permettre d'atteindre les objectifs qu'on se fixe auparavant. Voilà, si vous voulez mon avis. Mohamedou Dia, rapidement, vous êtes sceptique également? Oui, je suis très sceptique parce que le constat est que les pays occidentaux ont toujours fait des promesses et n'ont jamais respecté ces promesses-là. Les 100 milliards dont on parle de dollars pour l'Afrique, je n'y crois pas, d'ici 2020. Je pense que ces pays, pour la plupart, sont dans des situations économiques difficiles. La France est dans une situation économique très difficile. Les États-Unis ne sont pas dans une situation économique très difficile, mais avec l'arrivée de M. Trump, on ne sait pas ce qui sera fait et ce qui ne le sera pas. D'autres pays qui sont très généreux, les pays du nord de l'Europe, ne sont plus tellement aussi généreux qu'avant parce qu'eux-mêmes sont menacés par des ultras maintenant qui se manifestent dans certains de ces pays-là. Et il y a donc une situation mondiale qui ne pousse pas malheureusement à l'optimisme. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré à l'agriculture. Mohamedou Dia, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Jérôme Koumba, merci d'avoir été là. Merci à vous, Fanny. Et Jean-Marie Bitomo, merci également. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.